Bonjour tout le monde, je vois des visages connus, c'est un grand plaisir de se retrouver. Et bon, on peut profiter qu'on n'est pas très nombreux pour que ça soit interactif. Hein. N'hésitez pas d'interrompre, de faire des commentaires, de corriger des choses que je vais dire. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui connaissent certaines choses beaucoup mieux que moi. Donc, alors, le sujet est le concept de photon. Et bon, surtout, les différentes interprétations qu'on a eues le long de l'histoire. Alors, bon, ça commence avec la lumière. La lumière, bon, l'humanité la connaît depuis toujours. Hein, donc on a nos yeux. Source de lumière, le soleil, les étoiles, la lune, les feux. Donc du point de vue pratique, c'était toujours là. Mais ça n'a pas été facile d'établir les propriétés, l'interprétation physique du phénomène. Et bon, on verra qu'il y a eu toute une série d'interprétations différentes, souvent contradictoires. Et bon, peut-être à la fin, on arrivera à la conclusion qu'on n'a pas encore tout compris. Hein? Donc, alors, pour commencer, bon, quelques repères historiques, très rapidement. C'est bon, autour de l'année 1000 qu'il y a eu les premiers développements théoriques qui essayaient de donner une description systématique des propriétés de la lumière. Les plus anciens sont probablement des savants arabes qui ont déjà compris de façon assez détaillée des propriétés importantes comme la loi de réfraction, donc ensuite Snell et Descartes ont redécouvert de façon indépendante, mais même les principes du parcours minimum que Fermat a formulé de façon mathématiquement précise. Mais bon, on va parler surtout de Newton et d'Huygens et Thomas Young qui ont fait avancer notre connaissance de la lumière de façon très importante. Alors, Newton. Donc, pour Newton, la lumière était, les rayons de lumière étaient composés par un ensemble de corpuscules qui se déplaceraient en ligne droite. Alors, pourquoi ça? Bon, parce que il y a eu une grande épidémie et Newton a passé plus d'une année dans une maison des campagnes sans rien d'autre à faire que réfléchir et faire des expériences. Alors, les expériences qu'a fait, voilà, surtout dans cette première étape, c'était l'optique. Donc, il avait une chambre qui était assez sombre, donc il a pu avoir couvert toutes les fenêtres, bon, à l'exception d'un petit trou rond par lequel passait un rayon de soleil. Et si vous avez regardé un rayon de soleil, bon, on le voit parce qu'il y a toujours un peu de poussière, hein, et c'est quelque chose qui va tout droit. Hein, donc, de là, bon, et avoir la petite poussière et penser que c'est peut-être des corpuscules qui se propagent, c'est assez raisonnable. Alors, et bon, donc, cette interprétation corpusculaire de la lumière est compatible avec beaucoup de propriétés de l'optique géométrique et en fait, cette interprétation a perduré. Alors, bon, qu'est-ce qu'il a fait, Newton?
Bon, parmi plein d'autres choses. Donc ça c'est un dessin original de Newton. On voit ici la fenêtre avec le petit trou, les rayons de soleil et un prisme qui est à séparer les couleurs de la lumière blanche. Et bon, à l'époque, l'idée qui était la plus répandue était que la lumière blanche était l'objet qui existait vraiment, de façon fondamentale, et les couleurs s'ajoutaient, bon, par un processus qu'on ne connaissait pas évidemment, mais c'était les objets qui ajoutaient quelque chose à la lumière pour leur donner une couleur. Et avec cette expérience, Newton est arrivé à la conclusion que, en fait, la lumière blanche est composée, bon, des lumières, des couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc il a fait plein d'expériences. Bon, il y a une chose qu'on voit ici, c'est que il avait un écran, et sur l'écran, bon, il a vu les différentes couleurs, mais dans cet écran, il a fait un petit trou pour laisser passer de la lumière rouge. Et il a placé derrière l'écran un autre prisme, et l'observation est que la lumière rouge restait rouge et ne séparait plus en d'autres couleurs. Hein, donc dans ce sens, bon. Et il appelait ça experimentum crucis, donc l'expérience fondamentale qui permet d'arriver à une interprétation et à une affirmation précise. Bon, il a fait plein d'autres expériences avec les prismes et différentes combinaisons, bon, qui appuient toutes cette conclusion. Alors, il y a une chose remarquable et peut-être surprenante, on peut dire, avec cette interprétation de la lumière comme des corpuscules, bon, clairement, il n'y avait pas la notion de fréquence ou de longueur d'onde. Hein, donc les couleurs étaient quelque chose, mais bon, c'était quelque chose. Hein, donc, Newton n'avait pas les concepts pour dire de quoi il s'agissait. Hein? Bon, alors, deuxième aspect pour l'interprétation de la nature de la lumière. Donc, ça a été décrit, commencé par Huygens, bon, qui était à peu près en même temps que Newton, même un peu avant. Donc, c'est deux interprétations qui se sont développées de façon indépendante. Et donc, Newton n'a jamais changé d'avis. Hein, il devait être au courant qu'il y avait ces travaux de Huygens, mais ça ne l'a pas impressionné. Huygens décrit la lumière comme un phénomène ondulatoire. Donc ce n'était pas facile d'avoir des démonstrations expérimentales précises. Hein, donc ceci explique que c'était une théorie construite probablement par analogie. Et donc les propriétés des ondes, il y a deux aspects. Il y a la diffraction. Donc si on fait passer une onde par un petit trou, ce qui sort n'est pas juste un rayon, mais il y a un rayon central, disons, mais par un phénomène d'interférence, non, par un phénomène typique des ondes, il y a des franges noires et des franges brillantes. Et le deuxième aspect qui est relié aux ondes, c'est les interférences. Alors, je ne sais pas comment Huygens est arrivé à ces idées,
Mais on peut imaginer que c'était par analogie à des phénomènes ondulatoires qu'on pouvait observer facilement. Donc c'est une surface d'eau. Et bon, à la place des deux fentes, ben, on peut prendre deux petits bâtons et on les fait osciller sur la surface et ça produit donc des ondes circulaires qui se propagent. Et bon, donc elles commencent par être circulaires, mais les ondes ont un principe de superposition, donc elles s'ajoutent. Il y a des endroits où il y a, bon, c'est que maintenant on appelle une interférence constructive, donc l'amplitude de l'onde s'ajoute, mais il y a des endroits où il y a une interférence destructive et donc ceci correspond à ces parties sombres qu'on peut observer. Alors bon, ici c'est une image assez récente donc, du phénomène d'interférence avec un faisceau laser qu'on fait passer par deux feintes proches et on voit donc, de façon très claire le phénomène d'interférence, donc les franges sombres, interférences destructives et les franges brillantes. Donc pendant un certain temps, c'était une théorie et c'est suite aux expériences faites par Thomas Young, qui était un médecin à l'époque. On pouvait se permettre d'être médecin et de faire découvertes en physique. C'est remarquable. Et donc, il a mis en évidence les phénomènes d'interférence avec la lumière. Et bon, c'est ces expériences de Thomas Young donc, qui ont convaincu la majorité des physiciens que la lumière, peut-être on fait une autre. Alors, une remarque historique peu surprenante. Donc, Newton a toujours gardé son interprétation corpusculaire, mais il a fait une découverte, une observation qui consiste à prendre une lentille de cette forme-là et la mettre sur un verre plat. Et à l'œil, on voit qu'il y a des phénomènes d'interférence. Et même, ces formes-là sont appelées les anneaux de Newton. Bon, probablement, quelqu'un l'appelait anneau de Newton plus tard, ce n'est pas... mais il a dû voir ces anneaux. Et donc, dans un sens, il avait une indication que cette interprétation ondulatoire méritait d'être prise au sérieux. Mais il ne l'a pas fait. Donc vous verrez dans cet exposé, les idées vont changer et il y aura des interprétations différentes et pas tout le monde réagit tout de suite. Donc ça montre une chose que vous connaissez bien, que la science n'est pas quelque chose de figé et ferme. Les idées évoluent et il y a plein de choses qui dépendent des personnes. Newton avait une interprétation qu'il aimait bien et peut-être il avait d'autres choses plus intéressantes pour lui à faire et donc il ne s'est pas fatigué à réfléchir sur l'aspect ondulatoire. Alors, c'est que confirmer cette interprétation ondulatoire donc des Huygens et de Young vient de notre côté, donc c'est les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, en principe, n'ont pas été construites pour expliquer la lumière, elles ont été construites, par Maxwell tout seul, il s'est basé sur les travaux des plein d'autres
savants, c'était pour décrire les phénomènes électriques et magnétiques et pour les mettre ensemble. Et donc, Maxwell a réussi à écrire 4 équations qui, en principe, décrivent tous les phénomènes électriques et magnétiques et les relations entre les deux. Et il a remarqué une chose assez simple. Si on combine ces 2 équations là, donc on prend, par exemple ici, E le champ électrique, B le champ magnétique, prenons dans le vide sans courant et sans charge, on prend une dérivée temporelle, donc ça devient la deuxième dérivée temporelle du champ électrique. Ici, il y a une dérivée temporelle du champ magnétique, qu'on remplace par ça, et ce qu'on obtient, on manipule un peu les relations mathématiques, et l'équation d'onde. La même équation qui était connue pour les ondes de surface et pour l'acoustique. Et quand Maxwell a vu ça, conclusion, il existe des ondes électromagnétiques. Il connaissait les travaux donc, de Huygens et Young, et donc la lumière pourrait s'interpréter comme une onde électromagnétique. Et bon, les ondes, quand on a des ondes, on a des fréquences, on a des longueurs d'onde, et on peut réinterpréter les expériences de Newton en associant des fréquences aux différentes couleurs de la lumière blanche. Et ensuite, une fois que on avait compris qu'il y avait des ondes électromagnétiques et la lumière était une onde électromagnétique avec des fréquences particulières, visibles, l'idée que peut-être il y aurait d'autres ondes à des fréquences différentes était assez naturelle, et c'est Hertz qui les a mis en évidence. Donc il a mis en évidence l'existence des ondes de radio, donc, avec tous les développements postérieurs qu'on connaît. Alors, je vais faire une remarque en passant, parce qu'on est entre nous. Évidemment, vous connaissez ces équations et elles sont fausses. Hein? Il y a plein d'erreurs. Alors, juste pour dire, je sais, et je sais les écrire aussi sans erreur. Mais des fois, c'est mieux de ne pas écrire trop de lettres, hein, parce que les lettres ne permettent pas de voir et de réfléchir. Hein? Donc, en pratique, on fait ça tout le temps. Hein? Donc, on commence par écrire des équations un peu fausses, et puis une fois qu'on a compris les choses, on les nettoie à la fin. Bon, alors, donc les choses semblaient claires. Hein? La lumière est composée d'ondes électromagnétiques. Hein? On aurait pu penser, et on a pu faire plein de choses. Avec les équations de Maxwell, on explique plein de phénomènes d'optique, et puis de radio, tout le reste. Donc autour de 1900, on pourrait se dire qu'on avait compris l'essentiel de la physique. Hein, donc Kelvin a eu le malheur de le dire et de l'écrire même dans un congrès. Il a dit la physique est finie, on a tout compris. Ce qui reste à faire est peut-être mesurer avec un peu plus de précision. Mais il a dit quand même qu'il y avait 2 choses qui n'étaient pas encore complètement claires. Et donc l'une était l'émission de la lumière par une chose qu'on va appeler corps noir, on va parler de ça, et l'autre était une question sur l'émission de la lumière par des objets en mouvement. Et ces 2 petites choses qui restaient un peu à clarifier ont donné la mécanique quantique et la théorie de la relativité.
hein, donc ce n'était pas juste titre. Mais bon, on va se concentrer donc sur la mécanique quantique, parce que bon, c'est surtout la mécanique quantique qui a ajouté des aspects à l'interprétation de la lumière. Donc, la relativité, dans un sens, est sortie aussi des équations de Maxwell, mais les équations de Maxwell étaient déjà relativistes, donc bon, elles ont produit la relativité, dans un certain sens. Bon, Einstein et Poincaré, donc ils l'ont compris comme ça, ou avec d'autres, Lorentz. Mais pour la mécanique quantique, les phénomènes étaient plus cachés. Alors, bon, tout d'abord, corps noir. Qu'est-ce que ça veut dire, corps noir? Je ne sais pas qui a inventé le nom, mais c'est un très mauvais nom pour le... donc, bon, la première approche est une chose qu'on voit très facilement. Ben, on prend un bout, une barre de fer, on la chauffe dans le feu, et puis ben, quand le fer est chaud, il émet de la lumière. Et on voit déjà dans cette image que la lumière peut avoir des couleurs différentes. Et donc, on a mis cette partie-là dans le feu, donc ici c'est moins chaud, donc là où c'est moins chaud, c'est plutôt rouge, et quand c'est plus chaud, c'est jaune, et si on chauffe davantage, ça devient un peu bleu, blanc surtout. Et bon, la question est comment est-ce qu'on explique ça? Et donc Planck a essayé de trouver une description théorique de ce phénomène. Et il a vu que c'était très difficile et avec les outils de la physique classique de l'époque, on n'y arrivait pas. Alors, c'était quoi les outils de la physique classique? Bon, il y avait les équations de Maxwell pour les phénomènes électromagnétiques, la thermodynamique et la mécanique statistique qui avaient été mises en place par Boltzmann, Gibbs, Maxwell. Et bon, pour cette analyse du corps noir, ben, ce sont ces outils-là qui, a priori, devaient donner l'explication. Alors, dans cette image, bon, c'est une figure récente, on utilise ce qu'on sait maintenant et ce que Planck a découvert. Donc, en fonction de la température, bon, je dois revenir un peu en arrière. Hein. Donc, j'ai dit des méchancetés sur le mot corps noir, alors c'est quoi? Bon, un bout de fer est trop compliqué. Hein, donc, c'est vrai, hein, donc on regarde et on voit ce qui se passe, mais pour l'analyser, il vaut mieux prendre des objets plus simples. Alors bon, il y a un autre objet qui est considéré un corps noir, c'est la surface du Soleil. Trop compliqué aussi. Hein, donc, alors ce que Planck a fait, et il a pris un objet qui serait le plus simple possible pour lequel on pourrait essayer d'analyser ce type de phénomène. Et donc ce qu'il a pris comme exemple est un four, en principe vide, et les parois du four, on pouvait les chauffer et donc les maintenir à une température constante. C'est là où intervient la thermodynamique et la mécanique statistique. Donc l'idée de Planck et que d'autres gens avaient probablement aussi eu, c'est de dire les parois jouent le rôle d'un thermostat, hein, donc ils garantissent que l'intérieur du four sera en équilibre thermodynamique à une température donnée bien définie,
Et ben, si on fait abstraction bon, de l'air et de ce qu'il peut y avoir dans un four à pizza, ben, on enlève tout ça. Et bon, ce qui reste, et c'est que de nos jours, on appellerait une cavité optique. Hein, donc du vide, et puis un volume fini, et les parois à une température choisie donnée. Et bon, il fallait aussi avoir un mécanisme pour qu'il puisse s'établir l'équilibre thermodynamique. Et bon, donc ça, Boltzmann et les autres avaient bien compris. L'équilibre thermodynamique arrive spontanément par échange d'énergie. Donc, la façon qu'on Planck le décrit est que, bon, il y a les champs électromagnétiques dans la cavité, mais il y a des échanges d'énergie à toutes les fréquences du spectre électromagnétique. Et c'est comme ça que, si on attend, ben, donc les champs électromagnétiques dans le vide arrivent spontanément à un équilibre thermodynamique à une température donnée. Et ensuite, on peut faire comme Newton, on peut faire un petit trou dans la cavité et, bon, comme c'est chaud, ben, il y aura de la lumière qui va sortir, ou plus généralement des ondes électromagnétiques. On fait comme on peut, mais disons, conceptuellement, on les fait passer par un prisme pour séparer les couleurs, et on mesure l'intensité de chacune des fréquences émises par ces champs électromagnétiques. Et alors, ces courbes-là en couleur, bon, c'est des courbes théoriques, mais disons que ça correspond à la distribution donc, des intensités pour chacune des longueurs d'onde du spectre. Et bon, on voit que si la température est, bon, je vais l'appeler faible, 3000 Kelvin, bon, ce n'est pas très faible, mais dans les visibles, il n'y a pas grand-chose. Et en température ambiante, ben, il n'y a presque rien, et c'est pour ça que ben, le bout de fer n'émet pas de la lumière, et donc le four non plus. Alors si on regarde des températures plus élevées, cette courbe qui décrit la répartition en fonction des longueurs d'onde se déforme, et le maximum se déplace de plus en plus vers les visibles. Et bon, ici il y a cette courbe pour 5000 Kelvin qui correspond à peu près à la température de la surface du Soleil. Et bon, il y a une chose qu'on voit, et que le maximum est autour du jaune, de la fréquence du jaune. Et bon, c'est comme ça qu'on expliquerait que la lumière du Soleil qui nous arrive n'est pas vraiment blanche, mais on peut plus ou moins mesurer cette courbe. Alors, bon, à l'époque des Planck, il y avait quelques mesures, mais pas complètes, hein, pas pour toutes les... Parce que j'ai dit, il suffit de prendre un prisme, bon, ce n'est pas vrai. Bon, il faut, pour les différentes longueurs d'onde, il faut quelque chose qui sépare les fréquences, mais ensuite il faut des détecteurs qui puissent mesurer les intensités pour chaque fréquence. Et bon, du point de vue technologique, bon, ça a pris du temps, des efforts, des inventions. Bon, alors, mais Planck savait que ça devait avoir une allure comme ça, et il a essayé de voir si on arrivait
à expliquer, à retrouver cette répartition d'énergie, donc à partir des théories classiques qu'on avait. Donc, je répète, les équations de Maxwell et la mécanique statistique, la thermodynamique à une température donnée. Et bon, il a dû faire des calculs qui ensuite ont été faits de façon plus précise par Rayleigh et Jeans. Et le résultat est que la théorie classique à 5000 Kelvin donne une répartition de l'énergie qui a cette forme-là. Bon, si à la place en fonction de la longueur d'onde, on le fait en fonction de la fréquence, c'est une parabole. Et bon, problème. Bon, deux problèmes. Le problème est que, bon, clairement, ça ne colle pas du tout avec ce qu'on a pu mesurer. Donc, il y avait, mais il y a un problème beaucoup plus grave. Cette répartition d'énergie croît indéfiniment. Et la conclusion serait que dans une corne noire, si on somme sur toutes les longueurs d'onde, l'énergie totale serait infinie. Bon, ça serait magnifique, hein? On n'aurait pas de problème. Mais bon, ce n'était pas raisonnable. Hein? Donc, bon, question, comment est-ce qu'on évite cette divergence hein, qui n'a pas d'essence physique? Ça ne peut pas être vrai. Hein? Donc, bon, je l'ai formule comme ça pour dire que la construction de la mécanique quantique était motivée pour avoir une meilleure explication de la réalité, mais il y avait des choses très graves prédites par la physique classique qui ne pouvaient pas être vraies. Et bon, donc, ce que vous avez pu voir dans la mécanique quantique qu'on a de nos jours, est que c'est une théorie qui n'est pas facile. Elle est compliquée, elle est abstraite, elle utilise des concepts mathématiques. Mais pourquoi est-ce qu'on a construit une théorie tellement bizarre et difficile? C'est parce que rien d'autre marchait. Hein? Donc surtout la physique classique ne marchait pas du tout et faisait des prédictions. Bon, j'allais dire absurde. Bon, pas absurde, on peut imaginer un monde où il y a une infinité d'énergie, mais en contradiction à tout ce qu'on connaît dans notre monde. Donc, il n'y a pas d'énergie infinie. Bon, alors, question, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on corrige ça? Donc, Planck a fait deux choses. Bon, tout d'abord, il a fait une chose que les physiciens aiment bien faire souvent. Donc, il y avait des travaux antérieurs qui donnaient la forme pour des petites longueurs d'onde et d'autres travaux qui donnaient cette forme-là pour des grandes longueurs d'onde. Et Planck a essayé de trouver une fonction qui pouvait relier les fonctions connues dans les deux extrêmes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Par la méthode scientifique. Méthode scientifique qui n'existe pas. Donc, c'est ça la remarque. On fait ce qu'on peut avec les moyens et les outils qu'on a. Alors, Planck connaissait un certain nombre de fonctions, probablement pas beaucoup, mais connaissait les sinus, les exponentielles, les polynômes. Et donc il a essayé de trouver une fonction qui pouvait interpoler donc ces deux côtés. Et il a eu la chance qu'avec les quelques fonctions qu'il connaissait, il a trouvé une fonction qui pas seulement interpole très bien, mais en plus ça colle très bien avec les mesures expérimentales.
Et cette fonction peut s'exprimer avec des exponentielles et des puissances des longueurs d'onde. Donc il a eu la chance que c'était une fonction. Donc si dans cette formule il y avait eu des fonctions spéciales hypergéométriques, je ne sais pas quoi, il ne l'aurait pas trouvé. Donc des fois, il faut avoir un peu de chance en physique. Donc ça c'est l'autre marque. Bon, ceci, j'ai dit, c'est une chose que bon, les physiciens, les chimistes, les ingénieurs, tout le monde aime bien faire. Donc on a des données expérimentales, peut-être des formules phénoménologiques qui marchent un peu d'un côté et de l'autre. On essaye d'inventer, de trouver une fonction qui pourrait représenter les tout. Et donc, il l'a trouvé, mais il n'avait aucune justification autre que ça marchait. Alors, dans la suite, il a essayé de voir s'il y avait moyen de déformer, de changer un peu cette théorie classique pour transformer cette courbe-là en celle-là. Et alors ce qu'il a fait, il a repris les calculs classiques, les équations de Maxwell, dans une cavité vide. Ça, on l'enseigne dans nos cours, c'est pas difficile à faire. Il y a des sinus, des cosinus, des choses qu'on peut écrire. Et puis, il a combiné donc avec la mécanique statistique de Maxwell et Boltzmann. Et en faisant ça, il a commencé par retrouver cette courbe-là. Et il a essayé de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier cette courbe-là. Et alors, ce qu'il a vu est que dans la théorie classique, l'énergie que peut avoir une onde à une fréquence donnée est arbitraire. Donc, continuum. Donc, on peut mettre dans chaque fréquence plus, moins d'énergie, comme on veut. Et donc, il a vu que si, à la place de ça, il imposait une règle dans laquelle les énergies possibles pour une fréquence donnée étaient un multiple entier d'une énergie minimale, il pouvait retrouver la courbe expérimentale et qu'il avait trouvée par extrapolation. Et donc, dans tout ça, déjà dans sa formule, il y avait une constante qui s'appelle maintenant la constante de Planck, qu'on devait ajuster par comparaison avec les mesures expérimentales. Donc c'est une nouvelle constante que personne n'avait vue, mais il a pu lui attribuer une valeur justement pour faire coller sa formule avec les mesures expérimentales. Donc il avait ça, et avec cette constante-là, il a postulé que l'énergie que peut avoir une onde avec une fréquence f donnée est toujours un multiple entier de cette constante fois la fréquence. Et c'est ça que a donné lieu au mot quantification. Donc plutôt qu'avoir quelque chose de continu, toutes les valeurs possibles d'énergie, c'est seulement un paquet d'énergie minimale et puis des multiples entiers. Et c'est ça qui va donner lieu à ce qu'on va appeler l'énergie d'un photon. Il était très mal à l'aise. Il a écrit, il a dit dans les conférences. Il a fait ça, mais sans explication. Et c'est très difficile à justifier. Il n'y avait rien dans la physique de l'époque qui permettait de dire ça. Alors, il y a un deuxième développement, cette fois Albert Einstein, pour expliquer les propriétés observées de l'effet photoélectrique.
Alors c'est quoi l'effet photoélectrique? Ben, on envoie la lumière des rayons X, en l'occurrence sur un métal, et on observe qu'il y a des électrons qui sont éjectés du métal, et on peut, bon, les électrons ont une charge, et puis ça se déplace, ça produit un courant qu'on peut mesurer. Et l'observation dans les expériences est que, donc ici, en fonction de la fréquence de la lumière qu'on envoie sur le métal, il y a une fréquence seuil, et si la fréquence de la lumière qu'on envoie est plus petite, il ne se passe rien du tout. Et ceci n'était pas compatible avec la physique classique. Donc, dans la physique classique dit qu'il y a des ondes qui arrivent, ils ont une énergie, bon, ça arrive sur le métal, et puis ben, l'énergie devrait pouvoir s'accumuler et faire sortir les électrons. Mais ce n'est pas ça qu'on a observé. Et donc Einstein, qui connaissait les travaux de Planck, a proposé une explication de cet effet de seuil. Donc, il postule que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière s'effectuent toujours par des paquets discrets, c'est-à-dire des multiples entiers de cette énergie minimale que Planck avait définie. Donc, comme ça, c'est fait par des paquets discrets. Si la fréquence est trop petite, ben, comme ça ne peut arriver que d'un seul coup, ben, si la fréquence est trop petite, il ne se passe rien. Donc, il avait appelé cette énergie un quantum lumière, et c'est plus tard un chimiste qui a introduit le mot photon pour décrire ça dans un article 1926. Et donc, c'est ça l'idée de départ pour les photons. Bon, alors, question, c'est quoi ces photons, hein? Donc, on a vu comment ça a été formulé pour expliquer des phénomènes mesurables. Bon, il y a eu des expériences de plus en plus précises, et donc ça semblait bien confirmer les choses. Alors, bon, de nos jours, les photons est le plus souvent considéré comme une particule élémentaire au même titre que l'électron. Alors, c'est quoi comme objet? Quelles sont les propriétés? Et bon, alors, on va faire une comparaison entre électrons et photons. Donc, les propriétés sont assez différentes quand même. Donc, les électrons ont une masse, ont une charge électrique. Bon, puis les électrons sont des fermions. C'est arrivé beaucoup plus tard, tout ça. Donc, il y a les principes d'exclusion de Pauli qui expliquent la structure des atomes et des tableaux périodiques. Et bon, si on compare, le photon aurait une masse nulle, pas de charge électrique, et c'est un boson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces principes d'exclusion de Pauli. Donc, bon, c'est des objets ou des concepts assez différents, mais on verra qu'il y a des choses, des propriétés qui sont assez semblables quand même. Bon, il y a la question qui s'est posée naturellement. Bon, est-ce que la lumière est ondulatoire ou corpusculaire? Bon, il y avait Newton, corpusculaire, Huygens, Young, ondulatoire. Bon, et maintenant, d'après Planck et Einstein, il semblerait que, au moins au moment d'une interaction avec la matière,
il y aurait un aspect qui semble plutôt corpusculaire. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir ces deux aspects, comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Bon, question, on va répéter plusieurs fois. Est-ce que le photon est un corpuscule ou une onde? Ou s'il y a les deux propriétés d'une façon ou de l'autre, comment est-ce qu'on peut les faire compatibles? Alors, il y a ces expériences de Young, de double fente, qui ont, pour commencer, ont donné lieu à cette interprétation ondulatoire pour la lumière. Mais bon, ensuite, ça c'est un développement de la mécanique quantique sur lequel on va très peu parler. C'était De Broglie en particulier, et puis Schrödinger, qui ont eu l'inspiration de dire, les électrons, pour commencer, on les considère des corpuscules, mais peut-être ils pourraient avoir aussi un aspect ondulatoire. Et donc, De Broglie a écrit certaines équations qui décriraient l'aspect ondulatoire des électrons. Et ce que je vais vous montrer maintenant sont des vidéos d'expérience. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu écris que les électrons ou les photons sont unis? Ça veut dire quoi? Parlons d'électrons. Okay. Donc, justement, pour l'expérience qu'on va voir, c'est une expérience. Je vais vous montrer l'expérience. Donc, c'est une expérience qui a été réalisée par Akira Tonomura, un physicien qui travaillait dans les laboratoires d'Hitachi au Japon. Et ils font plein de choses, mais entre autres, ils font des microscopes électroniques. Et donc, ça c'est un schéma qu'il a fait pour sa présentation. Un microscope électronique a une source d'électrons qui en gros est une pointe métallique et on fait sortir des faisceaux d'électrons quand on utilise un microscope électronique, ces faisceaux ont beaucoup d'électrons. Mais on peut atténuer, réduire le nombre d'électrons qui sortent par unité de temps. Et c'est ce que Tonomura a fait. Et donc il a fait une expérience de double fente. Alors, il a mis ici un obstacle, à mon avis, métallique avec une charge positive, qui fait que les électrons doivent passer à côté. Et ensuite, on les remet ensemble. On les fait arriver à un détecteur qui est pixelisé. Et donc, on regarde ce qui se passe. Et donc, les détecteurs sont suffisamment précis pour détecter une charge élémentaire à la fois. Et c'est ça qu'on voudra dire, c'est un électron unique. Et on peut regarder ce que ça donne. C'est une image à temps réel des pixels du détecteur. Donc chaque point est un électron qui arrive et ils arrivent un peu n'importe où. Donc ça,
bon, on dirait que c'est une propriété corpusculaire, hein, parce que l'électron arrive sur un pixel et pas à côté. Et bon, on laisse arriver des électrons l'un après l'autre. Et bon, ça a l'air assez aléatoire où ils arrivent. Hein, donc, et seulement quand il y a un nombre suffisant d'électrons uniques qui sont arrivés, on va apparaître une structure. Il y a des zones où il y a très peu d'électrons qui arrivent et il y en a d'autres où il y en a beaucoup. Et donc ceci serait l'aspect ondulatoire des électrons. Cette distribution, on peut la calculer avec les ondes proposées par De Broglie et Schrödinger. C'est un calcul relativement simple. Donc c'est une interférence. Une interférence entre qui et qui? Comme il y a un seul électron qui arrive à la fois, bon, Dirac a dit c'est l'électron qui interfère avec lui-même. Il n'y a rien d'autre. Donc, et bon, c'est ça un des mystères de la mécanique quantique. Alors, les ondes que Schrödinger et De Broglie avaient proposées, ensuite s'interprètent comme des ondes de probabilité. Ça. Hein, donc, les ondes associées aux électrons uniques décrivent la probabilité d'arriver à un certain endroit. Donc, comme concept, c'est très abstrait. Hein, et en plus, la mécanique quantique affirme qu'on ne peut pas faire mieux. Hein, la théorie ne prédit pas où arrivera un électron unique. La seule chose qu'elle peut prédire est la distribution des probabilités. Et bon, donc ces expériences montrent ce que ça veut dire. Bon, maintenant, étape suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des photons? Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable? Donc là, je vais vous montrer une vidéo faite par l'équipe de Philippe Grangier à Paris. C'est aussi une expérience de double fente. Donc, une source de photons uniques. Bon, là, il faut poser la question, comment est-ce qu'on construit une source de photons uniques? On sait faire. Maintenant, les sources de photons uniques, on les fait avec des cristaux de diamants, avec des défauts colorés, dans lesquels il y a de l'azote en général. On envoie un laser dessus et il y a de temps en temps un photon unique qui sort. Donc, il y a toute une technologie qui s'est développée. Et bon, donc même chose, source de photons uniques, deux fentes, des détecteurs pixelisés. Qu'est-ce qu'on va voir? Bon, ici, ça va plus vite. Même chose que pour les électrons. Un seul pixel détecte à la fois. Donc les photons sont localisés sur les pixels. Au début, aléatoire, mais si on attend suffisamment, bon, il y a une distribution qui se dessine. Et ce sont les franges d'interférence que Young et d'autres avaient vues. Bon, pas avec des photons uniques, mais quand il y en a beaucoup de photons. Alors, la lumière habituelle, c'est avec beaucoup de photons. Donc, ils arrivent tous en même temps et on voit directement la distribution. Donc, il y a ça. Donc, ceci donne
une description de ce que on peut appeler la dualité onde-corpuscule. Donc, ces mots, dualité, ben, c'est des mots qu'on a inventés pour décrire ces choses-là. Mais, ben, question, qu'est-ce que ça décrit vraiment? Est-ce que le mot dualité est justifié? Alors, il y a une chose qu'on entend souvent. On entend souvent que les électrons ou les photons, des fois, se comportent comme une onde, et des fois, ils se comportent comme un corpuscule. Et bon, ce qu'on va voir maintenant est que cette idée ne tient pas la route. La conclusion qu'on aura est que les photons ne sont ni des ondes, ni des particules, ils sont autre chose. Et bon, la conclusion sera que on peut imaginer que dans le monde, il existe des choses autres que des corpuscules et des ondes. Pourquoi est-ce qu'il y aurait seulement deux choses dans le monde? Les photons font des choses que ni les ondes ni les corpuscules sauraient faire. Alors, bon, je vais essayer de vous montrer ça. C'est ce qui s'appelle l'effet Hong ou Mandel. Donc, c'est des expériences qu'ils ont fait pour la première fois en 1987. Et bon, ça consiste. Bon, il y a un instrument qu'on utilise en optique, en général, en optique quantique très souvent. C'est une lampe semi-réfléchissante, un beam splitter. Alors, du point de vue classique, c'est clair, ce que c'est. On envoie une onde, bon, on va parler de paquet d'ondes avec une enveloppe, une impulsion. Et il y a donc cette onde semi-réfléchissante qui réfléchit 50% de l'onde et transmet 50% de l'onde. Donc, du point de vue classique, c'est clair, il y a, disons, les équations de Maxwell montrent que ça existe. Alors, il y a bon, tout un développement pour la description quantique des états des photons, dans lesquels on peut montrer que, bon, je vais le dire vite. Pour les électrons, Schrödinger a écrit une équation d'onde, hein, c'est l'équation de Schrödinger. Et bon, si on voit cette analogie entre électrons et photons, ben, on peut se dire quelle est l'équation d'onde pour les photons. Et une façon de le dire est que l'équation d'onde des photons sont les équations de Maxwell classiques. Hein, donc c'est une chose qui est dans la littérature et qui est, disons, si on le formule de façon un peu plus précise, c'est une bonne façon de réfléchir. Donc, ils ont deux parties, et puis on met un détecteur là, un détecteur là, et de nos jours, on a des détecteurs qui peuvent détecter des photons uniques. Question, qu'est-ce qui se passe? Question accessoire, qu'est-ce qui est prédit par la théorie? Bon, la même chose que pour les électrons, la théorie ne dit pas, bon, la théorie dit que seulement l'un des deux détecteurs va détecter si on envoie un seul photon. Lesquels? On ne sait pas. Probabilité 50%. Comme pour les électrons. Bon. L'état du photon est délocalisé. Il y a une onde qui va vers le haut et une onde qui va vers la droite.
Bon, pour une probabilité, ça ne pose pas de difficultés. Mais là, on va faire autre chose, et c'est ça que Angou et Mendel ont fait. Plutôt que d'utiliser un seul photon, on va utiliser deux, produits par des sources qui peuvent être indépendantes, mais c'est important, ils doivent avoir les mêmes propriétés. Bon, on parle de photons identiques, c'est-à-dire même fréquence, même forme de l'enveloppe, et ils doivent arriver en même temps sur la lame semi-réfléchissante. Bon, alors, la lame semi-réfléchissante est un objet passif, donc chacun, déjà du point de vue classique, chacun des deux impulsions fait ce qu'elle fait sans influencer ce que fait l'autre. Pour les photons, c'est la même chose, la version quantique. Donc, l'impulsion bleue se sépare en deux parties. L'impulsion rouge, bon, bleu et rouge, juste. Non, elles sont identiques, hein, ils ont les mêmes fréquences. Hein, et donc, il y a une partie qui traverse et une partie qui réfléchit. Alors, on peut faire la théorie. Bon, une des choses que Angou et Mendel avaient déjà fait. Dans les lingots ICB, on l'a fait pour des impulsions, donc ce n'est pas très difficile. Et la conclusion est que, on pourrait imaginer deux choses, plusieurs choses. On pourrait imaginer que un photon soit détecté ici et l'autre là, ou bien que deux photons soient détectés là, ou deux photons soient détectés là. Alors, ce que la théorie dit, et ce que l'expérience montre, est que ça n'arrive jamais qu'un photon est détecté là et l'autre ici. C'est toujours ou bien deux photons détectés là et deux photons détectés là. En anglais, on appelle ça bunching, donc les photons aiment bien être ensemble. Ceci est bien établi du point de vue théorique et expérimental. Et quelle est la conclusion pour la nature du photon? Là, cette propriété dépend de façon cruciale du fait que les photons sont des bosons, c'est-à-dire leurs fonctions d'onde sont toujours symétrisées. Pour les fermions, pour les électrons, elles sont antisymétrisées, ça leur donne des propriétés très différentes. Alors, la conclusion est que cet effet Angou-Mendel montre que les photons ne se comportent ni comme des ondes, ni comme des corpuscules. Bon, pourquoi? Bon, qu'est-ce que feraient deux ondes classiques qui se séparent à 50%? Bon, une partie arriverait sur un détecteur, l'autre partie sur l'autre. Donc, toujours, les deux détecteurs donneraient un signal. Hein, donc, les ondes classiques ne peuvent pas faire ce qu'on observe dans cette expérience. Bon, si c'était des particules, les particules, ou bien, classiquement, ils pourraient faire des choses, ou bien une va d'un côté et l'autre de l'autre, ou bien les deux vers le haut, ou les deux vers le bas, et elles sont indépendantes, on peut calculer les probabilités, et la probabilité pour des particules qu'il y ait une particule vers le haut et l'autre vers la droite, serait de 50%. La théorie quantique dit probabilité zéro. Et les expériences montrent que c'est vrai, probabilité zéro. Donc, conclusion, les photons ne sont ni des corpuscules, ni des ondes. Ils sont autre chose. Alors, ils sont quoi? Ils sont des photons. Dans le monde, il y a des choses autres que des ondes et des particules. Et
on leur donne le nom. Hein. Les photons ont cette caractéristique. Voilà. Donc ça c'est la conclusion. Bon, on a vu comment le concept de lumière a changé dans le cours de l'histoire. Avec le développement de la mécanique quantique, il y a de nouvelles propriétés qui sont arrivées. Conceptuellement, ça change. Et alors, il y a une chose qu'on peut dire. Donc, les photons sont des objets particuliers et ils ont une propriété très remarquable que avoir deux photons, ce n'est pas la même chose que d'avoir un photon et puis un autre. Deux photons sont une entité en soi dont les propriétés ne peuvent pas être déduites de photons individuels. Hong-Mandel est une démonstration de cette propriété assez parlante. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, en fait, c'est que tout le monde, physiciens, chimistes, ingénieurs, en fait depuis toujours. Quand il y a une nouvelle propriété qu'on trouve, on est très content, on essaie de la décrire, on fait des tests, machin, mais immédiatement, quand il y a une nouvelle propriété qu'on commence à comprendre, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Pour ces propriétés quantiques, c'est ce qu'on voit de nos jours. C'est ce qu'on appelait technologie quantique, c'est-à-dire utiliser des propriétés d'objets quantiques, photons, électrons, autres, qui n'existent pas en physique classique. Et la question est, est-ce qu'on peut faire des applications, qu'on veut produire des phénomènes nouveaux qui ne seraient pas possibles avec ce qu'on connaissait de la physique classique. Et une liste de choses qu'on est en train de développer de nos jours. Les ordinateurs quantiques, donc utiliser les propriétés spécifiques quantiques des photons, des électrons, pour construire un nouveau type d'ordinateur qui pourrait faire certains calculs beaucoup plus vite que nos ordinateurs classiques. Du point de vue technologique, c'est difficile, mais il y a plein de gens qui y croient sérieusement. Donc moi, j'étais très sceptique au début, mais je commence à penser que peut-être on arrivera. On verra. Et une relation avec ça, cryptographie quantique, une cryptographie beaucoup plus sûre que ce qu'on a de nos jours. Et il y a une autre chose qui est en train de se développer, c'est des senseurs quantiques. Senseur veut dire utiliser un phénomène physique pour détecter des choses, pour mesurer des choses, pour faire la métrologie. Et donc ça, c'est tout un nouveau aspect. On utilise donc ces propriétés spécifiques quantiques pour développer des senseurs de types différents, donc qui n'existeraient pas dans le cadre classique. Et avec ça, je vous remercie de votre attention.